Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christophe Béchu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Maine-et-Loire et vous êtes maire d'Angers et considéré comme proche d'Alain Juppé. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Christophe Béchu, on démarre tout de suite par le Panama Papers, évidemment. Michel Sapin, le ministre des Finances, demande à la Société Générale des explications. Les banques ne peuvent pas, semble-t-il, se passer de système offshore. Le gouvernement remet le Panama sur la liste noire. Est-ce qu'il a pris les bonnes initiatives ? Et je dois dire que, comme tous les Français, on est sidérés des informations qui nous parviennent depuis dimanche soir et qui sont égrenées par la presse et qui donnent cette impression d'un espèce de système de fraude tentaculaire. Alors les premières explications sur mais j'ai rien fait d'illégal. Moi, mon inclinaison naturelle, c'est de penser que quand vous ne faites rien d'illégal, vous n'avez pas besoin de trouver des intermédiaires pour ouvrir un compte dans un autre continent, dans lequel il y a une autre devise, avec un autre fuseau horaire pour conduire tel ou tel type d'opération. Sur les banques, précisément. Alors, sur les banques, on avait déjà eu, il y a quelques années, un premier choc en nous expliquant la manière dont les choses se passaient. De ce que j'ai compris de la réaction du ministre, la première chose, c'est qu'il souhaite savoir s'il s'agit de comptes dormants qui, depuis les révélations précédentes, n'était plus actif à défaut d'être fermé, ou s'il s'agit de comptes sur lesquels on a poursuivi des opérations. Dans le premier cas, c'est un défaut de diligence. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus grave, parce que ça veut dire qu'on a une hypocrisie qui se poursuit et que c'est de nature à saper encore un peu plus la confiance de nos concitoyens dans le système bancaire, dans les élites, dans plein de choses, avec toutes les conséquences que c'est susceptible d'avoir. Avec le rôle du contrôle des élus, Gilles Leclerc. Christophe Béchu, vous êtes sénateur. Le Sénat s'était emparé d'ailleurs de ce sujet. Par exemple, le PDG de la Société Générale avait déjà été auditionné, il avait prêté serment. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le Sénat, de nouveau, enquête, diligente, éventuellement une enquête, et écoute encore, par exemple, des banquiers ou d'autres personnes? Est-ce qu'il faut passer à autre chose aujourd'hui, en tant que sénateur? Je suis en train de répondre à des questions de journalistes, ma réponse va peut-être vous surprendre. Je suis pour qu'on soit malgré tout pas dans une surréaction médiatique permanente à tout. On est au début d'annonces et de révélations. Avant les sénateurs et avant que chacun dise « je vais faire mon enquête dans mon coin », on a des juges, on a des moyens d'investigation, on a la police, et je considère que la première responsabilité, c'est pas celle des élus d'aller sur des plateaux de télé pour dire « regardez, on est tellement vertueux qu'on va relancer une commission d'enquête ». C'est d'abord à la justice classique de faire en sorte de lancer les poursuites avec des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux d'une commission d'enquête parlementaire, n'en déplaise à mes collègues. Est-ce que ça vous décourage pas un tout petit peu tout de même, vous les politiques? On se souvient par exemple que Nicolas Sarkozy avait fait campagne, non pas la dernière mais l'avant-dernière en 2007, pour dire que le politique pouvait encore vraiment faire quelque chose, pouvait faire bouger les choses. Et là, compte tenu de la mondialisation, de la puissance des marchés, de la puissance des finances, est-ce que le politique n'est pas totalement désarmé d'un certain côté? Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est celle que vous décrivez. La deuxième, c'est de se dire que ça n'est pas nouveau. Sauf que maintenant, on le sait et on est capable d'avoir accès à des informations qui permettent de le prouver, de remonter la trace, de comprendre comment ça fonctionne et de sanctionner in fine ceux qui sont responsables. Vous savez, c'est exactement comme les débats qu'on a parfois. Oui, mais Christophe Béchu, on peut s'interroger sur le fait que le rapport du sénateur Éric Bocquet date de 2012. Dans ce rapport sénatorial, on décrivait donc déjà tous les mécanismes de l'évasion fiscale. Et depuis, on constate, mais rien n'a été fait. Il faut que ce soit les journalistes qui fassent ce travail. Chacun est utile. Je pense que les travaux qui ont été conduits par les chefs d'État et de gouvernement, par les juges, par les parlementaires, ce sont autant d'éléments, autant de morceaux de prise de conscience qui permettent d'aboutir ensuite à la dénonciation d'un système. Est-ce que c'est suffisant? Non. La preuve. Est-ce que malgré tout, est-ce qu'on va vers davantage d'opacité ou vers davantage de transparence? Globalement, depuis quelques années, sur l'ensemble de ces sujets, on va vers davantage de transparence parce que, y compris avec les moyens numériques, aujourd'hui, les citoyens, les juges peuvent avoir accès à des informations qui étaient totalement opaques il y a quelques années et qui l'étaient partiellement il y a encore quelques mois. Donc, oui, c'est un scandale, mais le paradoxe, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de mesurer que on va de moins en moins vers une protection de la fraude, de l'évasion et de plus en plus vers les moyens de la repérer et ensuite de la combattre.
Gilles Leclerc. Christophe Béchu, on change de sujet dans le contexte de la montée de l'islam radical. Manuel Valls, hier à l'Assemblée, le Premier ministre, pointe du doigt maintenant les salafistes en parlant d'adversaire principal. Est-ce qu'il a raison? Bon, il y a deux choses. On sort d'un débat qui a été embringué n'importe comment sur la déchéance de nationalité. On est dans la contestation de la loi El Khomri. Que le Premier ministre, dans ce contexte, ouvre un nouveau front, quel qu'il soit, ça me surprend. C'est un nouveau front ou c'est une vraie question? Ce que je veux dire, c'est que la force des mots et la manière dont il l'a utilisé, il aurait voulu faire diversion par rapport à d'autres sujets d'actualité, il ne s'y serait pas pris autrement, d'autant qu'il y a quelques mois, il répugnait à utiliser le mot islamisme pour parler des attentats de Charlie Hebdo. Ensuite, sur le salafisme, je pense qu'il a raison de dire qu'il y a aujourd'hui à la fois une menace, un danger et une forme d'intégrisme qui menace. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre, de cette façon, alors qu'il y a d'autres membres du gouvernement, de jeter un pavé de cette manière, avec ces mots-là, dans ce contexte, à ce moment-là, alors que soi-disant le talisman de l'unité nationale et qu'il faut faire en sorte de tous rester les uns près des autres pour mieux combattre les fanatiques de Daesh et de l'État islamique, ce qui me dérange, c'est que ça viendrait d'un commentateur politique, je le comprendrais. Ça vient du Premier ministre qui théoriquement n'a pas que le magistère de la parole et qui devrait être en capacité de proposer des choses. Et dans le même temps, il nous dit il y a un danger fantastique, c'est le salafisme, et il refuse la proposition sénatoriale qui permet de vérifier qu'on ne va pas consulter de manière trop régulière des sites qui appellent au djihad ou qui permettent de savoir comment on fabrique des bombes. Là, il y a un problème. Alors, Manuel Valls pose tout de même une vraie question, Christophe Béchu. Il dit qu'il faut élever le combat identitaire, que ça devient une priorité, qu'on a trop laissé reculer la République. C'est un fait pour vous? Mais encore une fois, il y a quelques mois, on a eu une tempête parce qu'il y avait eu l'expression guerre de civilisation. Et puis ensuite, on nous avait expliqué qu'on n'avait pas bien compris parce qu'il y avait un S à civilisation ou à guerre ou à je ne sais plus quoi, etc. Bon. Les mêmes qui, pendant des années, ont considéré qu'il n'y avait pas de difficulté, qu'il n'y avait pas de problème, qui ont refusé la loi sur le voile intégral, à l'exception de Manuel Valls. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, je pense qu'il sera plus utile pour Manuel Valls de faire un séminaire avec une partie de sa propre majorité que de prendre l'ensemble des Français à témoin en hystérisant de ce point de vue le débat. Mais quand même, on n'entend pas Alain Juppé sur ces questions. Vous êtes l'un des porte-parole d'Alain Juppé. C'est quand même pas un sujet pour la prochaine présidentielle? C'est pas que c'est pas un sujet, c'est qu'il y a une grande clarté des positions de l'opposition sur cette question et il y a une grande clarté sur la position d'Alain Juppé. Deux choses. D'abord, c'est de considérer que à cliver sur la forme plutôt que d'agir sur le fond, on ne récolte pas grand-chose. Ça, c'est la première position qui est celle d'Alain Juppé. Ça vaut dans presque toutes les questions. Quand la politique, c'est des postures, et qu'à l'arrivée, c'est pas suivi des faits, on accroît le divorce avec nos concitoyens, on ne résout rien. Deuxième chose, il y a une clarté, globalement, de la droite républicaine et du centre sur ce que doit être une ligne de conduite de la République qui aujourd'hui fait défaut à la gauche, ou qui en tout cas, avant les attentats, faisait très largement défaut. Est-ce que vous avez l'impression même que cette question du débat identitaire, au fond, qu'est-ce qu'est être français aujourd'hui, est-ce que ça peut être le grand débat de la présidentielle? Ou est-ce que ça va se focaliser sur les questions économiques et sociales? Je pense que ça ne peut pas être le grand débat de la présidentielle, parce que cette phrase, elle est trop réductrice. Ou alors, si on se lance dans ce débat, il ne faut pas que ce soit comme le dernier débat qu'on a eu sur l'identité nationale, avec quelque chose qui part dans tous les sens. Moi, ma crainte, c'est qu'à polariser sur cette question identitaire, on oublie qu'il y a une agrégation de plein de choses. Il y a la question économique, il y a la question sociale, il y a les identités que les Français ressentent en fonction de l'endroit où ils habitent, les phénomènes de France périurbaine, il y a le rapport que nous avons à l'Europe, il y a le rapport que nous avons au monde, il y a la transformation de l'économie. Faisons attention à ne pas négliger ce sujet, parce que c'en est un, et qu'à nier ce que sont les interrogations d'une partie de nos concitoyens devant les migrants, devant l'immigration, on alimente le sentiment qu'il y a d'un côté le discours des élites et de l'autre celui de ce que ressentent les gens pour de vrai. Les faits sont les faits. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'entrisme du religieux dans notre société? On voit qu'il y a des marques occidentales qui se lancent dans la mode islamique. Vous trouvez ça normal? Il y a un entrisme du religieux. Dans ma ville, au prochain conseil municipal, je fais adopter une charte de la laïcité. Parce que dans une ville qui fait pourtant 150 000 habitants, il n'y avait pas le moindre document interne expliquant comment, pour les 4000 agents de la collectivité qui travaillent dans tous les services, on réagissait par rapport à une demande
d'absence d'égalité homme-femme, par rapport à des demandes de créneaux séparés sur tel ou tel équipement public. Donc oui, on a besoin aujourd'hui d'être extrêmement conscient de ce type de choses et de poser des barrières en expliquant qu'il n'est pas question que la République recule. Pour autant, je préfère les actes qu'on pose aux discours qu'on balance et qui ne sont pas suivis des faits. Et malheureusement, il y a aujourd'hui, de la part du Premier ministre, sur ce sujet comme sur d'autres, une tendance à se démultiplier pour faire oublier les cafouillages, les échecs ou la contestation de son gouvernement sur un certain nombre de points. Et au final, c'est l'ensemble de la classe politique et du débat public qui est appauvri par la multiplication des débats qui durent une journée, dont tout le monde parle pendant les matinales, ensuite sur les chaînes d'infos en continu, et puis on sera passé à autre chose ce soir. Christophe Béchu, on aborde maintenant le chapitre politique à droite. Les sondages montrent que François Hollande est impopulaire, mais 19% des sondés estiment dans un sondage IFOP fiducial sur radio que la droite ferait mieux simplement. Alors, est-ce que ça pose pas un vrai problème à droite, chez vos amis, et notamment à votre champion, Alain Juppé? Ce sondage est cruel, parce qu'il montre que malgré un échec du gouvernement, une déception presque sans précédent, à en croire les courbes des sondages, il n'y a pas un désir d'alternance aujourd'hui. Et nous en sommes les premiers responsables. Après le spectacle pitoyable de la primaire interne et de la guerre des chefs, après le retour pour remettre de l'ordre dans la maison de Nicolas Sarkozy, les règles, la multiplication des candidatures, on doit être à 12 ou 13 personnes. 12 ce matin, c'est raisonnable, c'est sérieux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bon. Le problème, si vous voulez, c'est que la gauche a établi une jurisprudence. 100% des vainqueurs à la primaire sont devenus présidents de la République. Et 100% de ceux qui ont tenté leur chance ont fini par entrer au gouvernement. Donc, entre ceux qui rêvent vraiment de devenir président de la République et ceux qui se disent que ce sera le moyen d'attraper un secrétariat d'État dans la deuxième partie d'un hypothétique quinquennat, tout le monde a finalement intérêt à être candidat à la primaire. Et puis vous avez le droit à une dépêche AFP. Et si vous connaissez un éditeur, vous pouvez éventuellement sortir un bouquin. Donc au final, pourquoi ne pas y aller? Maintenant, on revient au sujet. Juste pour finir de répondre. Il n'y a pas de désir de l'alternance, parce que la vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup de déceptions à la fin du quinquennat précédent. Il y en a beaucoup par rapport à ce quinquennat. Et donc, c'est un rejet de la classe politique, c'est un rejet plus large de la capacité d'action du politique, on l'a dit, par rapport à un certain nombre de sujets. Et il y a une nécessité, c'est de bien faire sentir à nos concitoyens dans les mois qui viennent que c'est pas parce qu'il y a 5 ans, 10 ans ou plus de déception par rapport à des promesses non tenues qu'il faut se tourner vers les extrêmes la prochaine fois. Ça aggraverait les difficultés, ça n'apporterait pas de solution. Est-ce que ça préoccupe Alain Juppé? Évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? La première des choses, c'est l'humilité de se dire qu'il ne faut pas croire les sondages. Il n'y a aucune élection gagnée d'avance. Il y a une primaire. Dans cette primaire, il faut avancer avec des propositions. La route est encore longue. Il y a plusieurs mois. Mais il faut y aller étape par étape, en allant à la rencontre des Français sur le terrain et en déclinant les propositions de manière respectueuse et sans chercher les candidature phrases. de Michel Alliot-Marie, comme on a l'impression que cette idée va s'installer, ce serait une bonne idée. Après tout, elle était plutôt proche d'Alain Juppé, d'ailleurs. Laissez-moi croire, puisqu'elle n'est pas déclarée, que ce ne sera pas nécessairement le cas. Une autre analyse à propos de la primaire, puisqu'on en est à 12 candidatures, peut-être 13 avec celle de Michel Alliot-Marie. On ne comprend pas qu'il y ait autant de candidats qui n'ont aucune chance. Que ce soit un Jacques Millard, soit un Geoffroy Didier. Est-ce qu'il n'y aurait pas, vous qui êtes un juppéiste, certaines candidatures qui seraient celles d'hommes de paille pour Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie derrière tout ça orchestrée par l'ancien président? C'est plausible? Il y a plein de choses qui se disent, qui s'imaginent. Honnêtement, je ne veux pas être là-dedans. C'est déjà suffisamment de compliquer ce qui est avéré, de commenter ce qui est avéré pour ne pas en plus commenter ce qui le serait de façon putative ou éventuelle. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans. Franchement, ce spectacle me désole, mais pour moi, il traduit une chose. C'est que François Hollande a tellement abaissé la fonction présidentielle que tout le monde se dit que c'est possible de ne pas faire moins bien. Et dans cette corde de candidats dont je ne peux pas croire qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent tous qu'ils ont l'envergure pour être président de la République, je me dis que c'est une partie de la Ve République qu'on abîme avec ce type de pratique. Alors, est-ce que la Ve République n'est pas abîmée avec la loi sur la modernisation des règles de l'élection présidentielle? Ça a été voté hier définitivement à l'Assemblée, c'est d'ailleurs passé grâce aux voix des Républicains. Il sera plus difficile d'obtenir les 500 parrainages et surtout, pour les temps de parole, le principe d'équité va remplacer l'égalité. Alors, les petits partis sont vent debout, ça veut dire qu'on favorise les
grand parti. Est-ce normal? Est-ce qu'il n'y a pas une menace pour la démocratie? Alors, c'est un sujet compliqué. J'étais le rapporteur de ce texte. Au final, le Sénat a rejeté le texte du gouvernement. Et on l'a rejeté pourquoi? Parce qu'on aurait aimé... Il y a des vrais problèmes dans ce qui a été décrit, mais on aurait au moins aimé trouver un compromis. Le scandale dans le scandale, c'est d'attendre 12 mois avant l'élection présidentielle pour modifier les règles, alors que toutes les critiques, elles dataient d'il y a 4 ans. Christophe Béchu, vous êtes maire d'Angers, on le rappelait tout à l'heure, sénateur du Maine-et-Loire. Le 26 juin, le gouvernement a annoncé la date du référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Vous n'êtes pas très loin, directement concerné. Alors, en quoi cet aéroport est absolument nécessaire? Très, très rapidement. Je ne peux pas répondre à cette question, je n'habite pas en Loire-Atlantique. Et le gouvernement a décidé que seuls les habitants de Loire-Atlantique avaient voix au chapitre, alors même qu'une partie des habitants de mon département sont plus près de Notre-Dame-des-Landes que ceux qui voteront dans le cadre de ce référendum. Ça fait 45 ans qu'on parle de ce projet. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole, y compris sur le fait de savoir si l'état de droit a encore du sens dans ce pays. Est-ce que un dossier qui a été validé, pour lequel il y a eu 150 ou 160 décisions de justice favorables, et ce qui va avoir lieu, on a inventé l'idée du référendum pour valider ex post des décisions de justice et des décisions politiques constantes depuis des décennies. Donc moi, je veux bien plein de choses, mais c'est l'exemple type du cafouillage qui abîme là aussi la politique. Et tout ça pourquoi? Pour négocier l'entrée de 3 sous-verts dans 3 sous-ministères. Honnêtement, c'est pas à la hauteur des enjeux. Merci Christophe Béchu, sénateur Les Républicains du Maine-et-Loire, maire d'Angers, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci. Voilà, aujourd'hui j'accueille Bruno Dive de Sud-Ouest. Bonjour Bruno, et Michel Urvois de Ouest France. Bonjour, Michel. Cyril. On démarre tout de suite ce débrief de l'actualité et des propos de Christophe Béchu, qui était notre invité dans cette matinale d'info avec le Panama Papers. Ce sont aussi les activités des grandes banques qui sont mises en cause ce matin dans cette affaire. Et Christophe Béchu nous a dit il y a quelques minutes, laissons faire d'abord les juges avant que les élus ne s'en mêlent, avec une commission d'enquête parlementaire. Donc d'abord la justice. D'abord la presse pour l'instant, puisque tout vient des médias. Mais en avec effet, un consortium des journalistes d'investigation. Exactement, mais je pense qu'il faut être fort, donc il faut être nombreux pour lutter contre de telles entreprises d'opacité comme ce qu'on constate dans ce Panama Papers. Donc oui, moi je crois que c'est peut-être plus sage de ne pas se précipiter tout de suite sur une commission d'enquête parlementaire et de laisser aller la justice, surtout que la justice a plus de moyen d'investigation qu'une commission d'enquête parlementaire. On a l'impression, Michel Urvois, que les grandes banques ne peuvent pas se passer de système offshore. Évidemment, puisque il y a deux choses là-dedans. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire rechercher des places où il est plus intéressant d'épargner ou d'investir, et puis il y a la fraude, donc ça fait un double intérêt. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est dans une mondialisation du trafic financier, des trafics, et donc la réponse est une mondialisation des médias, et je trouve ça très bien. La deuxième remarque que je voudrais faire, et Christophe Béchu l'a reconnu, c'est sur l'évolution de la transparence. Et c'est vrai qu'en France, depuis 3 ans, en Europe, au sein du G20, il y a des progrès qui sont faits, notamment en matière de réciprocité, d'échange d'informations. Ça, c'est quand même important de le signaler. Et puis peut-être une petite remarque pour finir, mais le Panama avait été sorti de la liste noire par Nicolas Sarkozy. Là, la gauche vient précipitamment de le réinscrire sur cette liste noire. Je pense que ces informations étaient en réalité assez connues, même si l'ampleur était mal évaluée, et ça figure dans quantité de rapports, en particulier parlementaires. Un mot, Bruno Dive, sur les polémiques, sur le fait que des noms sortent comme ça par la presse. Dans la presse. Ce matin, on parle aussi du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est quelque chose qui vous choque? Non, pas du tout. On parle de la transparence, il faut se méfier, on dit toujours de la dictature de la transparence, mais je crois que des gens qui fraudent, qui dissimulent de l'argent, donc aux dépens du contribuable, c'est-à-dire aux dépens de vous et moi, et alors qu'ils ont beaucoup plus de moyens en général, je pense qu'il n'y a aucun problème à livrer leur nom en pâture. C'est c'est peut-être encore plus que la justice, c'est une manière peut-être de dissuader certains de recourir à ce genre de procédé. Sur ce sujet, Michel. Oui,
il faut faire très attention à la présomption d'innocence, parce que je pense que ce qui serait pire que tout, c'est que des affirmations soient démenties demain et que du coup la crédibilité de l'information en général soit mise en cause. Mais c'est vrai qu'il faut aller le plus loin possible. Le manque à gagner fiscal pour la France dans ces affaires de fraude fiscale, c'est l'équivalent de notre déficit. C'est autour de 70 milliards. Donc il n'y a pas à hésiter un instant. Il faut y aller, mais il faut y aller dans le respect de la loi. Et ces informations étaient pour l'instant recoupées, vérifiées, donc a priori c'est du solide. Ils se sont peut-être juste un peu avancés sur le Front National l'autre jour, parce qu'on a vu que c'était, bon, c'est pas loin du Front National, mais c'était pas tout à fait le Front National. Alors on passe au deuxième sujet, qui sont à la fois les primaires de l'opposition et ce qui se passe à droite. Donc selon le sondage IFOP Fiducial Sud Radio, seuls 19% des sondés estiment que la droite ferait mieux que le gouvernement actuel. C'est quand même un très mauvais chiffre, Bruno Dive. C'est un problème aussi pour le champion de la droite aujourd'hui, Alain Juppé. Et Christophe Béchu l'a reconnu tout à l'heure. Oui, Christophe Béchu l'a assez bien dit. C'est un problème, mais on le sent bien depuis très longtemps, qu'il n'y a pas un désir d'alternance, et que si une alternance se produit, ce qui est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable dans un an, elle sera en fait mécanique, comme elle l'a toujours été d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la gauche déçoit, la droite lui succède, et ainsi de suite. François Hollande a été élu aussi sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Donc c'est ça aujourd'hui le grand travail de l'opposition actuelle, c'est de présenter un projet crédible. Personne ne croit qu'elle ferait, ou pas grand monde croit qu'elle ferait mieux, d'abord parce qu'elle a beaucoup déçu dans le passé, elle aussi, mais aussi parce qu'elle n'a toujours pas de projet. Et pourquoi elle n'a pas de projet? Parce qu'il y a les primaires qui sont organisées en ce moment, et parce que la question est de savoir si un parti, au parti de présenter un projet, ce dont ne veulent pas la plupart des candidats, ou si c'est au candidat. Donc il va falloir attendre la désignation du candidat pour connaître le projet. Sur ce sujet, Michel Leroy, un papier dans Ouest France, de votre part d'ailleurs. Personne dans ce pays n'est majoritaire à lui seul. Aucun parti. La politique est d'une manière générale discréditée par manque de promesses tenues, à cause des scandales, à cause de problèmes de représentativité du citoyen. Aujourd'hui, on a d'un côté une espèce d'effervescence citoyenne, baptisée citoyenne, sur les réseaux sociaux, sur quelques places en France, dans la rue, etc. Et on a en face un système politique qui est en train de se préserver. La primaire sert à ça. La loi qui a été votée hier à l'Assemblée qui limite l'accès des petites formations au débat public, ça sert à ça. Donc on a un système bloqué qui se verrouille, qui se protège, et en face, une demande d'un débat public beaucoup plus large, beaucoup plus horizontal, je dirais. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Christophe Béchu sur Manuel Valls, le Premier ministre, qui n'est pas dans son rôle. Le Premier ministre est dans un combat pour dénoncer l'influence grandissante du salafisme. Il parle d'élever le combat identitaire. Il est dans son rôle ? Il n'est pas dans son rôle? Bon, d'abord, Christophe Béchu a dit beaucoup de choses intéressantes et parfois exactes, mais il a dit une inexactitude, c'est que Manuel Valls avait refusé de parler d'islamistes. C'est la grande différence entre Manuel Valls et François Hollande, c'est que lui, il a tout de suite nommé les choses dès les attentats de Charlie Hebdo. Il est dans son rôle en dressant un constat qui, moi, me paraît assez lucide et assez justifié. Et de fait, il est aussi au gouvernement. Et on va très vite pouvoir lui poser la question, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 4 ans qu'ils sont au pouvoir? Michel Urvois. Le diagnostic est juste, je suis d'accord avec Bruno, et c'est en même temps une espèce d'aveu de l'impuissance de l'État à régler cette question. On termine très rapidement par le Wisconsin, qui est à l'honneur ce matin. Les éditorialistes soulignent à la fois la victoire de Ted Cruz contre Donald Trump et celle de Bernie Sanders. Les cartes peuvent être rabattues dans la primaire aux États-Unis. Il reste plusieurs mois avant les conventions, juillet-août. Ça peut être pareil en France, Bruno Dive. Il reste moins d'une minute, donc très vite. Oui, ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est là que ce sont en fait deux extrémistes d'une certaine manière. Ted Cruz, il est encore plus à droite que Trump. Et Bernie Sanders, est clairement de gauche. Un socialiste qui est là-bas, et l'extrême gauche. Donc, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je pense qu'on va plutôt avoir des candidats modérés en France. On regarde rapidement la une de Ouest France. Michel Urvois. Eh bien donc... l'ambition retrouvée du groupe PSA. Voilà, avec en particulier l'investissement dans la voiture électrique. Et là, l'Ouest est concerné par les usines PSA et les sous-traitants. Et puis un papier donc, sur la question qu'on évoquait un instant. Et sur la Bruno Dive, la une réservée aux de grands. Sud-Ouest.
La une, voilà, sur les aéroports. C'est les aéroports. Hein. Ça tombait bien, c'était pas prévu avant le référendum de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, et puis l'éditorial sur les propos de Manuel Valls. Merci Bruno Dive de Sud-Ouest, merci Michel Leroy de Ouest France. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée. Merci à tous et à demain. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Territoire d'Info.